D'abord, je vous fais part de ma surprise ainsi que celle de pas mal de gens avec lesquels j'ai parlé, parce que je ne savais pas que Tex-Mex organisait des conférences. Et alors, ils m'ont dit, on t'invite à Tex-Mex. Je dis, bon, pour le déjeuner, c'est un peu tard, pour le dîner, c'est un peu tôt. Mais bon, je suis venu quand même. Alors, au fait, l'histoire que je vais vous raconter a à voir avec ce que la petite Sarah vient de nous raconter. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce que je ne sais pas, c'est si Kaminski nous a fait des faux papiers pour nous, ou s'il a enseigné, s'il a appris aux gens qui faisaient faux papiers. Moi, dans tous les cas, dans la résistance, j'avais tout un panoplie, comme je vous disais tout à l'heure, M. Kaminski. J'avais permis de conduire, j'avais ma carte d'identité. On m'avait dit un jour comment tu veux t'appeler. Voilà, c'était Pablo Ruiz. Voilà, j'étais moins connu que Daniel Cohn-Bendit, heureusement, chose qui a permis que je sois là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Nous sommes les contemporains d'un monde, l'Occident, qui aujourd'hui se trouve un tout petit peu débordé par lui-même, dépassé par lui-même, parce que notre monde, notre culture occidentale, elle a voulu être une culture de la vérité vraie. La vérité vraie, fonder une légalité, une morale, une façon d'agir par rapport à ce qui était vrai. Et les vrais fondaient la légalité. Alors vous savez, effectivement, comme nous sommes un tout petit peu dans une société qui a perdu le Nord, a perdu les fondements, dès l'universel abstrait, on a tendance à passer vers les relativismes. On dit, c'est vrai, il n'y a pas une vérité totale, mais chacun sa vérité. Je vais essayer de vous raconter un tout petit peu pourquoi ces deux pistes-là sont des fausses pistes, mais dans le mauvais sens. Non? Pour commencer simplement, pour situer un tout petit peu la chose, je peux vous dire effectivement, il y a une question d'idiosynkrasie. Vous savez, dans la culture anglo-saxonne et dans les cultures latines, ce qui est légal et ce qui est légitime, on ne les répartit pas pareillement. Par exemple, dans les cultures anglo-saxonnes, la marge de la légalité est très large. Mais la marge de la légalité marque la frontière qu'il ne faut pas dépasser. Transgresser pour un Allemand, pour un Américain, pour un Anglais, ça ne se fait pas. Pour les cultures latines, la marge de la légalité elle est plus étroite. Mais en revanche, transgresser, c'est conseillé. Ainsi, par exemple l'autre jour, j'étais à Torino avec la fille qui me fait la traduction de mes conférences. Et bon, on arrive à un feu rouge, elle regarde à droite, à gauche, elle passe. Et c'était un rouge, le feu rouge. Et effectivement, je lui ai dit, bien sûr, pour nous les latins, le feu rouge en rouge est une référence. Et on n'est pas des voilà. Et donc, s'il n'y a personne, on passe, quoi. Et alors, donc, effectivement, les marches de la légalité et la légitimité, pour nous, doivent jouer d'une façon dialectique, c'est-à-dire on rentre, on sort, vous voyez. C'est-à-dire, par exemple, si on pense que l'avortement doit être légal et que c'est une pratique légitime, eh bien, nous faisons des avortements, on montre que c'est mieux de faire que de ne pas faire les avortements, de les faire, disons, médicalement assistés. Et après, la loi, hop, copte ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous fonctionnons sur une légalité, légitimité, qui ne tolère pas quoi? Eh bien, ne tolère pas ce qu'aujourd'hui on essaye d'imposer, qui est la tolérance zéro. On essaye aujourd'hui de nous convaincre que le monde pourrait être un monde panoptique, transparent, d'une vérité totale, dans lequel la limite du légal et du légitime doit rester identique. Autant dire, après on va revenir, mais autant dire que donc il n'y a plus de recherche scientifique, il n'y a plus de recherche d'émancipation, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de créativité, bon, etc., n'est-ce pas? Mais effectivement, le projet actuel, c'est de dire ce qui est légal est légal
et ce qui est légitime doit être dans les limites de la légalité. Pour illustrer ceci, je vais vous raconter une petite histoire qui vient de Kant. Alors n'ayez pas peur, il n'était pas latent du tout, Kant. Et c'est Kant, vous savez, il va émettre cette hypothèse que la morale pouvait être organisée absolument d'après des règles logiques, invariables, et bon, après les catégories transcendantales, etc. Et qu'on pouvait construire une morale universelle qui serait vraie dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Alors, en français, latin, lui, Benjamin Constant, il rigole. Alors, Benjamin Constant, il rigole, il fait comme ça. Et, bon, il était comme ça, Benjamin. Et alors, Benjamin Constant, il rigole, il envoie une lettre à Kant et il lui dit « Mon cher Emmanuel, imaginez-vous que, puisqu'il ne faut jamais mentir, hein, vous dites que la règle, la loi est une, donc il ne faut pas mentir. Par exemple, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire un tas de choses comme ça. Il ne faut pas faire de faux papiers, M. Kaminski. Et alors donc, puisqu'il ne faut pas mentir, imaginez-vous, M. Kant, qu'il arrive un ami à vous, chez vous, la nuit, et il vous dit écoute, je suis poursuivi par un mec qui veut me tuer, et est-ce que tu peux me cacher? Alors bon, vous le cachez. Et qu'est-ce qui se passe après? Puis on sonne à la porte, c'est l'assassin, il dit bonsoir monsieur, je viens chercher votre ami parce que je veux le tuer. Et alors donc monsieur Benjamin Constant, c'est pour ça qu'il rigolait, il lui dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors Kant, aucun problème, il dit, eh bien, vous dites la vérité. Vous dites, eh ben, il est là mon ami, allez-y. Voilà. Alors c'est un tout petit peu étonnant parce que, vous voyez, c'est-à-dire, il ne faut jamais mentir. Alors, quand il répond quelque chose que je vous conseille de le lire, c'est court, voilà, c'est accessible. Alors, il explique un peu comme ça, d'une façon très peu à la Kant, parce que ce n'est pas très sérieux, quoi, que bon, il vaut mieux quand même pas mentir, parce que c'est une transgression contre l'universel, que c'est beaucoup plus grave de mentir, et que peut-être votre ami aurait pu se sauver. Bon, bref, bon, voilà. Alors, imaginez-vous quelle économie en électricité auraient fait les militaires si nous, on avait été qu'anciens. L'électricité pour la GGN, je veux dire, n'est-ce pas? On nous prenait, on nous disait, bon, voilà, où sont tes camarades? Alors vous êtes qu'anciens, vous dites, bon, mes camarades sont là, 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 là. Et où est-ce que vous cachez les armes? Les armes, on les cache pas. Bon, on arrive en tôle, voilà, quand on arrivait en tôle, on avait une sorte de petit... réunion, non, dans laquelle les camarades responsables vous posaient la question comment est-ce que tu as passé l'interrogatoire, parce que c'est plus de raison de torture, bien sûr. Alors, bon, moi je suis conscient, tu sais, mon pote. Alors, voilà, je dis quelle est la vérité. Voilà. Et d'ailleurs, voilà les 300 autres résistants qui viennent derrière, parce qu'on a tous dit la vérité. Alors donc, effectivement, ceci pose un problème de ce qui est légal, rationnellement légal, établi, et ce qui est légitime et qui n'est pas donné d'emblée. Pourquoi? Parce que peut-être la vérité, ce n'est pas quelque chose d'universellement imposable, ce n'est pas la loi pour toute situation. Peut-être la vérité est quelque chose qu'on pourrait la considérer comme une sorte de centre de gravité dynamique de toute situation. Ça veut dire quoi, un centre de gravité dynamique? Eh bien, ça veut dire tout bêtement que c'est quelque chose qui est toujours en jeu et qui n'est jamais donné en soi. Ce n'est pas le relativisme. Le relativisme dit ce qui est vrai pour une culture est faux pour l'autre, et point à la ligne, mais c'est aussi stable, aussi rigide que l'universel abstrait. Les centres de gravité dynamique, c'est-à-dire une éthique pour opposer morale à éthique, eh bien, veut dire que dans une situation comme celle qui est décrite Benjamin Constant, la vérité passe par mentir. Parce que ce qui organise, ce qui structure une situation, ce ne sont jamais des données pré-situationnelles ou supra-situationnelles. Ce qui organise une situation, c'est la présence. On est là, on a la loi morale de Kant, on a la réalité, on a les gars cachés, on a tout ça. Et là-dedans, eh bien là-dedans, c'est à vous de parier. C'est à vous de parier de quel côté est la vérité. C'est à vous de tenir là, comme il dit Beckett dans Attendant Godot, cette vérité qui regarde toute l'humanité, certes, mais toute l'humanité ici et maintenant, c'est toi et moi. C'est ces moments dans lesquels, tout à coup, effectivement, aucune
légalité extra-situationnelle nous vient à l'aide. Alors, cette société-là, cette société que l'Occident a rêvé et qui s'avérait être en bonne partie un cauchemar, est une société d'une rationalité totale. Nous devons tout voir, tout gouverner, tout contrôler, tout doit être communicationnel. Tiens, ça, c'était mal, là j'aurais dû barrer ça parce que peut-être critiquer la communication chez Tex-Mex, ça ne se fait pas. Mais bon, on va le faire quand même. Parce qu'il y a un nouvel impératif panoptique qui est tout ce qui est bon apparaît et tout ce qui apparaît est bon. Il faut que tout soit dit. Il faut communiquer. Par rapport à la communication, il y a un tout petit problème, c'est un détail. Plus on communique, moins il y a des liens. Parce que les liens ont besoin de temps. Et les liens surtout sont fondés sur des affinités électives, sur des chemins de travers, sur des opacités non transparentes à la communication. Alors effectivement, une société qui veut être légale et transparente est une société qui, comme par hasard, n'accepte plus les risques. On ne veut pas de risques. On dit, on veut risque zéro. Or, une société qui n'accepte pas les risques, une société sécuritaire, est une société qui met en danger ses habitants. Je vous raconte deux petites histoires parce qu'ils m'ont dit regarde l'heure, et ils m'ont mis 0000, c'est pas possible, que l'instantanéité n'étant pas possible, ça va faire un peu plus de 0 minutes que je parle. Bon, et alors, je vais vous raconter, là on voit bien comment c'est la limite de la machine, j'adore parce que là, il y a Camille qui me fait comme ça, parmi toutes les machines qu'on est entourées, et finalement Camille doit faire. Alors, cet exemple de la tolérance zéro, cet exemple du panoptique, cet exemple de il faut tout maîtriser. Dans un congrès de psychiatrie il y a quelques temps, il y avait des Français, des Latino-Américains, des Américains, c'est pas une blague mais quand même, parce que vous savez, bon, à la fin les Américains sont les cons, bon, et alors donc, là, pas du tout, surtout qu'ils sont en face. J'ai pris un taxi pour venir. Le mec était barbu, mais pas barbu, style Gainsbourg. Bon. Alors j'ai dit, je vais 8 avenue Gabriel. Il me dit, où ça? J'ai dit, écoutez, en face de l'ambassade américaine. Tant il me regarde, j'ai dit, mais en face, je suis autre. Alors, on était dans un congrès, je disais, comme elle me fait comme ça, je continue. On était dans un congrès de psychiatrie, et alors on parlait des TOC. Vous savez, les TOC, comme ça, les TOC. Non, parce qu'il faut être, ils m'ont dit qu'il fallait être graphique. Et alors donc, les TOC. Alors donc, les Américains essayent de nous coincer, non? Les Latinos, qui étaient les Français et les Argentins. Ils nous coinçaient parce que bon, c'était qui payaient le congrès, alors il fallait être poli quand même. Et alors donc, ils disent, bon, mais vous, avec votre psychothérapie, combien de TOC vous arrivez à guérir? On exagérait, bien sûr. Hein. Et on dit 50%. Et quand ça ne marche pas, les 50% restants, qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, on médique. Et avec vos médicaments, combien vous arrivez à guérir? Et bon, on arrive à 70% de... Bon, voilà. Alors, et si vous n'arrivez pas, ben, on utilise des thérapies comportementales quand même. Et on arrivait, alors en trichant beaucoup, on arrivait à 80-85% des TOC guéris. Et alors, vous avez les psys en fin de carrière. Et alors donc, les Américains, ils disent, et avec les 15% qui restent, qu'est-ce que vous faites? Et nous, les Latins, on a dit, bah, avec les 15% qui restent, mon pote, on fait avec, quoi. Et alors là, c'est que nous, en toute humilité, on regarde vers le haut, vous savez, parce que le globe terrestre, il est comme ça. Nous, on regarde vers le haut quand on regarde la grande démocratie du Nord. On a regardé, on a un peu peur, parce que comme ça. Et alors, on regardait, et ils nous regardent avec l'air supériorité, comme ça. Ils étaient beaux, ils étaient bronzés. Moi, je ne suis pas bronzé, ils m'ont maquillé, là. Et alors, donc, ils nous auraient dit, eh bien, nous, c'est 15%, vous voyez, nous, on opère. Alors nous, on a dit, nous, on préfère faire avec. Alors ceci, pour finir, avant qu'on finisse de me faire comme ça,
D'accord? Alors, je vous raconte une toute petite anecdote, une petite histoire d'un sage hindou. Il y a un sage hindou qui passe là, qui se balade. Vous savez, les sages hindous, ils se baladent tout le temps. Et alors, donc, il voit tout à coup un chasseur qui essaye de chasser un petit moineau. Alors, le sage hindou lui dit, non, non, laisse tranquille ces petits moineaux, ne les chasse pas. Je vais te donner un morceau de ma viande, de ma chair, équivalent au morceau de chair qui est le poids du moineau. Alors, boum, une balance, une romaine à 2 plateaux descend du ciel, et on met les petits moineaux là, qui est tout étonné là, et on arrache un peu des chairs des sages indiens, on les met là, l'oiseau il est toujours plus lourd. On arrache encore un peu plus, et comme ça, les sages ils deviennent de plus en plus petits. Et toujours les petits moineaux qui avaient un signe d'interrogation sur la tête, ils pesaient plus lourd. Jusqu'à que tous les sages hindous y passent, n'est-ce pas? Et seulement à ce moment-là, la romaine s'équilibre à peine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que cette question de la vérité en situation, cette question de la prise de risque inévitable pour vivre, cette question de savoir jouer entre la légitimité et la légalité est la question centrale de notre époque, qui est la question de l'engagement. Or, pour l'engagement dans la vie, notre engagement avec le monde, avec la société, elle se fait toujours comme un pari qui ne tient pas dans un curriculum vitae, qui ne tient pas dans une loi universelle abstraite, un pari, et comme vous savez très bien, comme moi, le pari il comporte toujours une partie d'ignorance. On ne peut pas agir dans un tout savoir, ça avoir. On doit accepter d'agir dans une certaine ignorance. Et là, elle me fait comme ça, alors j'arrête. Merci beaucoup.